Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Alors dit. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. I would like to start with what I said. Que j'ai corrigé. J'ai corrigé le frère Branham. Yeah. C'est comme ça que j'avais dit. I would like to start by what I said, that I am correcting Brother Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux, complètement faux. Après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tout ce cirque? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifo-Codiciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement.
Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par de frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoko du ciel ou Orman Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham, cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de Lufoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. C'est Shekinah. Il y a une Shekinah. Ça, c'est Shekinah. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, l'empreinte de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Ça, c'est Shekinah. Il y a une Shekinah. Ça, c'est Shekinah. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car
ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés, puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « J'étais choisi au milieu de ce peuple, et du milieu de païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse. Il y a une Shekinah. Le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambian-Pungu. Auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants, Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu.
Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre Fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Branham est son nuage du 28 février 1963 qui est devenu un objet d'idolâtrie chez les branhamistes. Pour la petite histoire, le 23 décembre 1962, Branham informe son auditoire qu'il avait eu une vision. 5 anges étaient venus les visiter sous forme de pyramides. Une semaine après, donc le 30 décembre 1962, Branham revient sur la même histoire et cette fois-ci, il modifie le nombre des anges. Ils étaient plus 5, ils étaient 7. Pour quelle raison? 2 mois après son histoire des anges, précisément le 28 février 1963, un nuage apparaît sur le ciel d'Arizona. Comme les gens de la ville ignoraient l'origine de ces nuages, Branham en saisit l'occasion pour informer son auditoire que c'était l'accomplissement de sa vision qu'il avait eue des 7 anges qui étaient venus le visiter. Alors, je vous invite à découvrir l'histoire des nuages de Branham, qui est devenu l'objet d'idolâtrie parmi les branhamistes aujourd'hui, son origine, selon les archives, preuves à l'appui, et la raison de la modification du nombre des anges qui sont passés de 5 à 7. Alors, je laisse la place aux 3 pasteurs ex-branhamistes qui vont nous expliquer ces faits. Bon visionnage, merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une émission très importante où nous allons parler et révéler la vérité sur le mystère de ce nuage qui est utilisé dans le message comme étant la preuve que William Branham était le messager du 7e âge de l'Église, parce que Branham a dit que ces nuages étaient créés par les anges des dieux qui étaient venus lui visiter, et c'est lorsque les anges partaient qu'ils ont créé cette forme de nuage que vous voyez devant vous. Nous allons vous présenter le témoignage de ce pasteur. Il est aussi un ancien, il était un ancien branhamiste, il était pasteur. Ils ont fait beaucoup de recherches qui les a permis même à découvrir la vérité sur William Branham. Écoutez ce qu'il dit. William Branham said that he saw a vision on December 22nd, 1962 in Jeffersonville, Indiana. Il dit, William Branham a dit qu'il avait fait une vision au mois de décembre 1962. Il dit juste avant 10 heures le matin, il a parlé de ça dans sa prédication juste le jour suivant. Et là, c'est en anglais. Moi, je vais aller chercher vite le message en français pour vous montrer. Et là, nous irons dans la parole que William Branham a prêchée ici en 1962 là-bas, le 12, c'est-à-dire décembre 23, le 23 décembre 1962,
Le message est intitulé « L'opprobre à cause de la parole ». Et nous sommes dans le paragraphe 35, c'est-à-dire ici, paragraphe 35, William Branham qui raconte l'histoire des anges. Il a eu une vision des anges et ici, Branham est très clair. Il signifie la vision qui était claire et le nombre des anges qu'il avait vus. Il dit ceci, cette déflagration est la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés. Vous voyez, il parle des anges sont arrivés. Comme ça, il dit 5 anges. Regardez ce que j'ai encerclé, le nombre des anges. Il dit 5 anges sont arrivés en même temps qui formaient une constellation comme un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée. C'est-à-dire, il avait même un dessin comme cette pyramide que j'ai dessinée ici. C'est-à-dire, il a dessiné une image de forme de pyramide. Il dit 5 anges sont descendus vers lui en forme de pyramide. 5 anges. Ça avait l'air d'être d'abord, on dirait, et là il commence à expliquer, c'était vu de loin, cela semblait, on dirait, la couleur de colombe, et il venait dans cette direction. Voilà, maintenant là, il va continuer, il va clarifier. Il dit, vous voyez, il dit 1, 2, le nombre des anges, il est en train de compter, 3, 4, et puis il dit juste au sommet, vous voyez là, au sommet, c'est qui faisait 5, voilà. C'est-à-dire, dans cette vision, ici, William Branham, le 12, le 23 décembre 1962, William Branham parle de sa vision, et dans sa vision, William Branham clarifie complètement. Il dit, il avait même dessiné, il avait fait même un dessin en forme de pyramide. C'est ça que William Branham nous dit. Il dit, il y avait 1, 2, 3, 4, c'est Branham qui dit. Il dit en forme de pyramide, il dit, et il y avait un autre ange au sommet. Ce qui faisait 5 anges, selon William Branham. C'est-à-dire, il y a 1, 2, 3, 4. Il y avait 2 anges à gauche, 2 anges à droite, et le 5e était au sommet. Ça, c'est Branham qui parle des anges dans la vision claire qu'il avait vue le 23 décembre 1962. He is very clear from his testimony that he saw 5 angels, because he repeats this 5 times in this sermon. Il dit, c'était clair. William Branham nous dit, dans ce témoignage, il avait vu 5 anges. Et il a répété ça 5 fois dans sa prédication. 5 fois, il a répété cela dans sa prédication le jour-là. In chapter 3 of the book, The 20th Century Prophet, il dit dans le livre écrit par Lee Vail, le livre intitulé « Le prophète du XXe siècle », tous ceux qui sont dans le branhamisme connaissent Lee Vail, il était très proche de William Branham, il était comme son conseiller. Lee Vail states that he met with William Branham on December 26, 1962 and discussed this vision. Il dit, Lee Vail a écrit dans son livre que lui, Lee Vail et William Branham se sont rencontrés le même mois, en décembre 1962, le 26. Le 26 décembre, Lee Vail et William Branham se sont rencontrés le 26. Ils ont discuté concernant la vision de 5 anges que William Branham avait fait. Et puis, comme William Branham était au point de commencer l'enseignement sur les 7 sceaux, Lee Vail et William Branham vont discuter pour voir
si cette vision n'avait pas affaire à l'introduction de 7 sceaux. Sans vous rappeler que Branham nous a déjà prêché le 23 où il a signifié qu'il y avait 5 anges. 2 à gauche, 2 à droite et un était au milieu qui créait une forme de pyramide. Mais Livell et William Branham vont se rencontrer le 26, c'est-à-dire 3 jours après que Branham a dit qu'il y avait 5 anges, le 26 décembre 1962, Livell et William Branham se rencontrent pour discuter si la vision de 5 anges qu'il avait fait pouvait introduire le 7 sceaux. C'est-à-dire, Branham se préparait pour enseigner le 7 sceaux et ils vont essayer de voir si les 5 anges pouvaient apporter quelque chose qui pouvait refléter ou donner la permission aux enseignements sur les 7 sceaux. Wrote that they speculated whether the vision could relate to the unveiling of the 7 thunders of Revelation 10. Il dit, ils ont parlé en long et en large, et Livell dit, ils ont parlé pour voir est-ce que cette vision peut être parlée aussi de 7 tonnerres. When William Branham retells the same vision on December 30th, 1962. Il dit, quand William Branham va prêcher et utiliser la même vision dont il avait raconté le 23 décembre, il va prêcher encore le 30 décembre pour utiliser la même vision qu'il avait racontée le 23 décembre, c'est-à-dire il y a juste 7 jours de différence, et pendant les 7 jours, ils se sont parlé avec Livell le 26 décembre. Mais étonnement, quand Branham va prêcher le 30 décembre 1962, juste 7 jours après, la vision va changer. Parce que Branham devait maintenant corriger la vision, changer les pensées des gens, pour leur faire croire maintenant que non, la vision, c'était le message de Dieu pour les 7 tonnerres. Alors, suivons ce que notre frère nous dit. 7 days after his first retelling. Il dit juste 7 jours après que Branham nous avait dit c'était 5 anges, il dit le nombre des anges commença à changer du coup. Il dit Branham va augmenter 2 anges, ce n'est plus 5 anges, ça devient 7 anges. Branham dit j'ai vu la constellation de quelque chose qui venait. Et là, il augmente. Il change la vision qu'il avait racontée le 23. Ici, il dit, j'ai vu la forme des anges qui descendaient en forme de pyramide. Il n'y avait pas moins de 5, mais c'était 7 anges. Et là, nous allons encore, dans le message de William Branham, prêcher le 30 décembre 1962. Et le message est intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Et là, nous sommes dans le paragraphe 141. Qu'est-ce que William Branham nous raconte? Nous sommes dans ce paragraphe. Branham dit, il raconte encore la même vision. Cette fois-ci, il va augmenter le nombre. Mais cela secoua la terre. Et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest, très loin de l'éternité. Il dit, je vis une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il pouvait y en avoir pas moins, il change, la vision change là. Il dit pas moins de 5. Le 23 décembre, il était clair que c'était 5 anges, 2 à côté, 2 à gauche, 2 à droite et 1 au milieu qui formaient une pyramide. Le jour là, le 30 décembre, il dit, il n'y en avait pas moins de 5. Et pas
davantage que 7. Voilà. Là, il introduit 2 autres anges pour faire 7 anges. Et il dit, ils étaient en forme de pyramide. C'est-à-dire ici, Branham va doubler le nombre de anges après avoir parlé avec Lee Vail le 26 décembre. Ils vont discuter sur l'enseignement que Branham voulait enseigner concernant les 7 tonnerres. Ils vont se décider d'échanger la vision des 5 anges pour dire c'était 7 anges. Et là, Branham va répéter 7 anges pendant sa prédication. Ce n'est plus 5 anges. Et là, nous voyons a pyramid. In this sermon, Brother Branham also tells of another important set of meetings coming up. Il dit dans le même message, une fois qu'il a augmenté le nombre des anges de 5 à 7, dans le même message, avant que le service termine, écoute ce que Branham dit. Il signale déjà, il dit, je veux introduire notre enseignement de la fois prochaine. Nous allons parler sur les 7 sceaux. Alors, vous comprenez, sa manipulation, c'était de manipuler le chiffre 5 ensemble avec le conseil de Lee Vail, 5 anges, pour le faire enfanter 2 autres anges pour qu'ils arrivent à 7 anges. 7 anges, pourquoi? Parce que Branham se préparait à commencer un enseignement sur les 7 sceaux. Alors, il devait mentir, changer la première vision qu'il a eue le 23 décembre, la vision des 5 anges, et faire 5 anges devenir 7 anges lorsqu'il va prêcher une semaine après, le 30 décembre. C'est-à-dire, c'était le mensonge, clair et simple. Et dans cette prédication, il a parlé de 7 anges plusieurs fois. C'était ça son objectif. Il dit, décembre, le 23, lorsqu'il avait prêché, il était très clair pour dire qu'il avait vu 5 anges dans sa vision. Il dit, arrivé le 30 décembre, tout a changé. Ce n'est plus 5, c'est devenu 7. Et à un moment, il paraît même confus. Il dit, qu'est-ce qui a amené le changement? Il dit, le nombre, le chiffre, était très important pour William Branham. Il dit, lorsqu'il a prêché le 30 décembre, il va mentionner le nombre 5 10 fois seulement. Le nombre, le chiffre 7, le chiffre 5, je me suis trompé, le chiffre 5, le 30 décembre, il a mentionné ça pendant 5 fois. Et le chiffre 7, plus de 60 fois, parce que c'est ça qu'il voulait maintenant s'aimer dans la tête des gens le 30 décembre. Bonjour très chers internautes, et c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne, conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés, de parler du message de William Branham sans détour et sans porter des gants, parler exactement et dire exactement des choses qui mériteraient d'être dites, mais qui sont souvent voilées par ceux qui ont beaucoup à gagner dans ce système pour vouloir garder des gens juste enfermés dans l'ignorance et loin de la vérité sur les faits et sur tout ce qui s'est réellement passé dans le ministère de cet homme et dans ses enseignements. Alors, nous allons pour ce nouveau numéro aborder une question aussi importante que soit-elle, au sujet du nuage photographié le 28 février 1963
Et effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le message de William Branham sur cette question, quand vous rentrez dans un tabernacle, ou pour ceux qui y sont déjà, vous trouvez il y a une photographie, la photographie d'un nuage qui est fixé devant, et puis pour d'autres tabernacles, il y a même un visage qui est incrusté à l'intérieur. Et cette photographie est nommée pour certains la nuée de gloire, pour d'autres la seconde venue du Seigneur, pour d'autres, chacun a une certaine connotation qu'il donne à ces nuages. Alors nous venons ici ensemble avec vous examiner cette question sur cette photographie du 28 février 1963 et pour savoir si réellement tous les bruits ou les informations qui circulent, qui accompagnent cette photographie sont des informations fondées, sont des informations viables. Alors c'est clair. L'origine, alors, nous pouvons constater, comme je l'ai dit, que William Branham attendait rencontrer soit 5 ou 7 anges qui le raviraient dans une constellation pyramidale. Et lorsque il a posé la question, dans tous les 10 rapports qu'il donne, lorsqu'il pose la question, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il dit « Rien ne lui a été dit. » Donc, dans la vision, on ne lui a donné aucune information dans cette vision, que ce soit la vision des 5 anges, tout comme quand il transforme les 5 en 7 en ajoutant 2 anges encore supplémentaires dans sa vision, dans son rapport des faits. Il pose aussi la même question et la réponse ne lui est pas donnée sur ce qu'il devrait faire après avoir vu cette constellation. Alors, l'origine, quelle est la véritable, l'origine réelle de ce nuage? D'où venait réellement ce nuage? Et nous allons vous donner l'information que vous allez prendre le temps de vérifier. Parce que nous sommes dans un temps où l'information peut se vérifier à la source. Notons que l'armée de l'air avait déclaré qu'une combinaison améliorée, l'armée de l'air américaine, avait déclaré qu'une combinaison améliorée de propulseurs liquides et solides propulseurs Thor, donc le missile Thor, lancé avec un satellite non identifié à la base aérienne de Van Bergen, a été délibérément détruite lorsqu'elle avait dévié de sa trajectoire en date du 28 février 1963. Alors, le Thor amélioré avait augmenté sa poussée de 77 à 150 tonnes, soit presque le double de sa puissance précédente et presque le même que celui du début de l'Atlas. Ça, c'est une information que nous avons recueillie là-dessus. Alors, c'est le 28 février 1963 qu'une fusée Thor, assistée par poussée, a été lancée depuis la base aérienne de Van Bergen, en Californie, transportant un satellite de surveillance militaire Kihol 4. Alors, la fusée a commencé à dévier de sa trajectoire. Et quand cette fusée a commencé à dévier de sa trajectoire, qu'est-ce qui a été résolu? Il fallait qu'elle subisse une destruction intentionnelle. La fusée a été détruite à une altitude de 44 km de haut. Et cela, c'était à 13h52, précisément. Alors, le nuage est alors apparu au coucher du soleil du 28 février 1963 et est resté éclairé par le soleil pendant 28 minutes après le coucher du soleil. Donc, le soleil s'était déjà couché à l'horizon, mais le nuage apparaissant à l'extrémité de l'autre côté à Flagstaff, là nous sommes déjà vers le soir parce qu'il y a eu déplacement du nuage suivant le sens du vent. De là où il y a eu l'explosion, de là où la fusée a été détruite par l'armée américaine, il y a eu formation de ce nuage qui résulte de l'ergol qui est le combustible nécessaire pour la propulsion de ces fusées. Et avec l'impact du choc, se transforme en ce nuage-là. Et voilà, le nuage est déplacé et suivant le sens du vent jusqu'au-dessus de Flagstaff en Arizona. Là, nous sommes en date du 28 février 1963. Alors, le nuage va apparaître au-dessus de Flagstaff et on va l'appeler dans l'article de Flagstaff Cloud. Et lorsqu'on voit ce nuage, la hauteur même du nuage de Flagstaff a été estimée à 43 km d'altitude. Exactement, puisque la fusée a été détruite. Les informations, je vais vous donner les liens, vous allez vérifier les informations. La fusée a été détruite à une altitude de 44 km d'altitude. Et la fusée, le nuage a été photographié à 43 km
d'altitude au-dessus de Flagstaff. Donc, c'est voisinement la même altitude. Alors, le magazine Weatherwise, volume 16, numéro 3, du juin 1963, à la page 99, nous dit ce qui suit. Je mets, voilà, l'extrait là, voilà. Il est écrit, qu'est-ce que nous lisons? Le lanceur Thor d'un lanceur de satellite militaire a explosé à 44 km à 13h52. Presque 13h52 HNP, presque directement au-dessus de la base aérienne de Vandenberg. Pour tenir compte d'une dérive de 510 miles vers Flagstaff, à temps pour avoir abaissé la mâchoire de Flagstaffien qui regardait vers le haut à 18h40. Il faut une vitesse de dérivée moyenne de 135 miles par heure. Alors, l'information ici, ça c'est ce que nous venons de lire dans l'extrait de ce magazine publié le 3 juin 1963 à la page 99 qui explique, parce que le premier magazine, Life Magazine, posait la question de savoir quel est ce nuage mystérieux. Il n'y avait pas l'information. Et regardez déjà même la date de publication. Nous sommes le 17 mai. Il y a une interrogation pour savoir qu'est-ce qui était à l'origine de ce nuage. Et ici, le 3 juin 1963, il y a la réponse qui est publiée dans ce nouveau magazine qui nous parle, qui nous explique qu'il y a eu un missile, il y a eu un satellite militaire qui avait été intentionnellement détruit, qui avait explosé au-dessus de Van Bergen à 44 km d'altitude et qui a été propulsé, dont la traînée a été propulsée jusqu'à ce que les Flagstaffiens, donc les habitants de Flagstaff, se sont même fatigués les mâchoires en observant ce nuage qui les intriguait très haut dans le ciel alors que le soleil venait déjà de se coucher et le nuage était resté luminescent dans le ciel de Flagstaff. Alors, on peut avoir des informations dans le site, voilà, le lien est là. Vous avez là http://w.astronautics.com /t /tors slv-2a agena.html. Voilà, le lien est là affiché. Et vous entrez dans ce lien, vous allez avoir les informations à la source concernant ce nuage, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je vous mets ici l'extrait de l'information. Il nous a dit 1963, 28 février 1963, 21h48 minutes en temps universel. Lancement, site de lancement Van Bergen. Le complexe lancé, on donne les informations qui sont là. De la famille Thor, lancé, on a lancé un véhicule Thor, SLV-DA Agena D. Et puis, on nous dit faillure. Donc, il y a eu échec au stade U. Alors, les informations sont là. Vous entrez dans ce site que je vous ai donné. Vous recevez ces informations. Les informations ne sont pas classées secret défense. On peut les avoir sur l'échec de ces lancements ou la destruction intentionnelle de ces lancements, de cette fusée qui a été détruite en date du 28 février 1963. Alors donc, la roquette a été lancée, comme on nous stipule ici dans le document, à 21h48 GMT. Vous voyez? Alors, la roquette a été lancée à 21h48 minutes en temps universel. Or, le fuseau horaire de Flagstaff est de -7. -7 est le temps universel. Donc, -7 du temps universel. Ce qui donne 21h48 -7, vous avez 14h48. Donc, voilà précisément à quelle heure il y a eu destruction selon les informations qui sont données ici dans ce document. Alors, donc, la roquette a été lancée exactement à 14h48 heure d'Arizona depuis la base aérienne de Van Bergen en Californie dans la comté de Santa Barbara. Et le voyage, remarquez déjà, là, on vient de donner l'information concernant l'origine de ce nuage. Donc, ce nuage était un nuage naturel formé à la suite de l'explosion d'un nuage, et de l'explosion plutôt d'une fusée, missile intentionnellement qui transportait un satellite, et puis comme il avait dévié de sa trajectoire,
et ne pouvait plus être contrôlé, l'armée avait décidé la destruction intentionnelle de cet engin spatial. Et c'est chose qui fut faite. Alors, continuons ensemble avec vous, puisque nous sommes en train d'introduire pour poser les bases. Nous avons déjà compris que William Branham attendait dans une vision 5 ou 7 anges. Et ici, nous venons de donner l'origine scientifique en quelques éléments, en quelques mots. Il y a beaucoup de liens, beaucoup d'autres sources qui peuvent encore expliquer ça, éclairer cela. Nous pourrons vous donner encore d'autres informations dans les commentaires ou encore, si besoin est, faire une autre vidéo qui va nous illustrer encore davantage l'origine de ce nuage et comment est-ce qu'il est venu en formation. Alors, prenons un autre élément que nous allons compléter ici, c'est le voyage de chasse de William Branham, puisqu'il nous a dit, dans les 2 commentaires que nous avons lus, dans le livre des Sceaux, comme le commentaire dans le film documentaire, il nous a dit dans le film documentaire que William Branham était au cours d'une partie de chasse, et pendant qu'il chassait avec ses amis, voilà, 7 anges sont venus vers lui, et ensuite, quand les anges lui ont donné le message pour aller ouvrir les sceaux, les anges, en remontant, ont formé une constellation lumineuse, et cette constellation a été photographiée le 28 février 1963, alors que les anges repartaient au ciel après avoir parlé à William Branham. Alors, il est important que nous parlons de cette partie de chasse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons une émission très, très importante où nous allons parler et révéler la vérité sur le mystère de ce nuage qui est utilisé dans le message comme étant la preuve que William Branham était le messager du 7e âge de l'Église, parce que Branham a dit que ces nuages étaient créés par les anges des dieux qui étaient venus lui visiter, et c'est lorsque les anges partaient qu'ils ont créé cette forme de nuage que vous voyez devant vous. Là, nous sommes dans le Life Magazine aux États-Unis qui était publié en 1963 et nous allons analyser l'histoire basée sur les évidences et sur les références de William Branham lui-même. Il y a des éléments qui sont très importants que nous voudrions que vous puissiez retenir avant tout. La première phase, c'est l'heure à laquelle cet événement s'était passé. C'était le soir. C'était le soir. C'était après 17h30. Il n'y avait rien avant 17h30. Et la chasse de William Branham, qui chassait ce qu'on appelle en anglais les javelines, ce sont des petits cochons, des cochons de brousse. Ça se faisait le matin. C'est-à-dire, Branham et les autres chasseurs partaient à la chasse le matin, c'est-à-dire les avant-midi. Cet événement est passé le 28 février 1963 et le Life Magazine va prendre la photo. Voilà comment la photo est. Et ici, nous voulons que vous constatez, ils ont donné même les heures. C'est-à-dire, on a parlé de ces nuages mystérieux. Un moment, je cherche mon indicateur. Nous sommes là. Lorsque vous regardez ici, on vous dit, c'était à quelle heure? À 18h10. C'est ça, on écrit 6:10 p.m. Ça veut dire 18h10. C'est le soir. Voilà l'image qu'ils avaient prise. Et cette image-là est là. Et vous allez voir que le vent quittait gauche pour aller à droite parce que l'image est en train de se diriger vers le côté droite. Et lorsque vous descendez ici, dans une autre position, à 18h15, regardez là, c'est 18h15, 6:15 p.m. veut dire 18h15, on vous donne l'endroit.
Et on vous montre que l'image commence à se décomposer vers le côté droit, c'est-à-dire le vent qui souffle vers le côté droit. Vérifiez la première image, elle est là. Et deuxième image, ça est là. Ça, c'est dans le Life Magazine. Et ça, c'était un grand magazine aux États-Unis. Regardez là. C'était un journal, un grand journal, je disais. Regardez là, l'heure là-bas, c'est 18h30. Regardez, un moment, je vais vous montrer l'heure. À 18h30, on vous montre que le vent a poussé ça complètement. Ça n'avait plus la forme avec laquelle ça avait commencé. C'est devenu avec une forme plate, hein, lorsque vous regardez, à peu près comme ce que je viens de dessiner là. C'est-à-dire la forme a changé complètement. Par contre, lorsque ça avait commencé, ça avait une forme un peu comme ovale. À 18h10, à 18h15, le vent qui soufflait, ça ne restait pas le même. Ça changeait de forme. Et à 18h30, on vous dit que c'était presque déclassé parce que le vent soufflait et du côté de gauche vers côté droite. Et là, nous allons continuer basé sur les informations que les archives des médias nous donnent, les informations de journaux et les informations de William Branham lui-même. Alors, comparons ce que William Branham va nous dire à propos de cette image. En 1963, au mois de mars, le 24, William Branham, c'est-à-dire à peu près un mois, juste après cette image qui était apparue, William Branham qui est en train de prêcher. Allons-y dans le... nous voulons aller dans le paragraphe 269. Dans le paragraphe 266, William Branham commence à raconter l'histoire de ces 7 anges qui étaient descendus ces jours-là. Il dit, vous vous rappelez la constellation de la vision des anges. Il parle, il dit, je suis parti pour Arizona, l'assemblée dit Amen, et vous vous souvenez, il continue à expliquer, il va expliquer qu'il n'était pas seul, il était avec le frère Softman et Brother Norman. Il va dire, quand vous descendez ici, il dit dans le paragraphe, ça vous pouvez lire lentement à la maison, mais ici dans le paragraphe 269, il dit, il y avait 3 témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, presque au Mexique, voilà. Regardez la location où William Branham dit il était. C'était à la frontière de Mexique, c'est-à-dire Arizona et Mexique. Il y a les montagnes là. C'est là où William Branham dit il était allé avec 2 frères. Il dit les 2 frères sont ici. Et là, il commence à raconter qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne où il était allé faire la chasse des javelinas. Et la location, je veux que vous vous rappelez, ce qui est très important, c'est l'endroit où William Branham dit il était à la frontière de Mexique. Ça, c'est très important. Ici, c'est là où vous allez découvrir la vérité et le mensonge. William Branham dit il était très loin, presque au Mexique. Hein? Il était avec 2 frères et c'est là où cet événement s'est passé. Là, il va commencer à expliquer comment les anges sont descendus, toutes les histoires que vous connaissez. Alors, je ne vais pas aller très loin en lisant ici parce qu'il y a beaucoup expliqué. Je voulais seulement que vous vous rappelez d'abord ici de l'endroit. L'endroit où William Branham dit il était à la frontière de Mexique. Ça, c'est 1. Et à part le fait qu'il était à la frontière de Mexique, William Branham dit il y a eu un grand bruit, une telle déflagration. Et puis, il dit à cause de ce bruit, il croyait que les montagnes allaient s'écrouler. Il y a eu un tel bruit qui s'était causé
Et c'est après cette bruit que Branham va commencer à réaliser la constellation des anges. Avant que nous évoluions, nous voulons que vous puissiez vous rappeler que cette nuage était apparu le 28, c'était le 28 février. OK? Le 28 février 1963. Et William Branham dit qu'il était allé à la chasse. C'est pendant qu'il était à la chasse que cet événement était arrivé. Mais, en même temps, nous allons vous montrer les preuves tangibles de loi qui gouvernait la chasse aux États-Unis en 1963, la chasse des javelinos que William Branham était en train de chasser et l'endroit où William Branham s'est rendu pour chasser. Et nous allons comparer ces deux et aussi le témoignage propre de William Branham s'il était allé à la chasse avant d'aller à Houston ou s'il était allé à la chasse après avoir été à Houston. Parce que Branham dit, selon son propre témoignage, il devait aller à Houston d'abord. Alors voyons voir ce que William Branham nous dit. Avant d'aller voir les paroles propres de William Branham, nous vous présentons ça, on appelle ça les regulations. On a écrit ici Javeliner Hunt Regulation, c'est-à-dire les lois pour chasser les javeliners que William Branham était en train de chasser. C'était un chasseur, mais c'est ça qu'il partait chercher ou tuer. C'est une forme de petit cochon. C'est où? À Arizona. Et voilà, on nous dit ici, dans la loi américaine, pour la chasse, et spécialement la chasse des javelinos, vous n'avez pas le droit de chasser avant le 1er mars. Voilà, vous voyez là? La chasse s'ouvre le 1er mars jusqu'au 10 mars. Nous sommes en quelle année? En 1963. On vous décrit tout celui qui veut aller à la chasse, s'il a la licence militaire ou la licence civile, on dit personne ne permis d'aller à la chasse avant la saison des chasses. Vous serez arrêté et vous serez mis en prison. C'est surveillé jusqu'aujourd'hui. On vous donne des saisons de chasse et vous n'avez pas le droit de chasser même 2 heures avant qu'ils ouvrent. On vous arrête. Et William Branham était un chasseur depuis longtemps. Il connaît toutes les lois concernant la chasse. Il avait le permis de chasse. Il ne pouvait jamais aller chasser avant le 1er mars parce que et lui et les gens qui étaient avec lui, on allait les arrêter. Voilà. Là d'abord, c'est la loi des chasses. La chasse s'ouvre le 1er mars jusqu'au 10 mars. C'était pour 10 jours seulement. Et on ferme. Nous continuons. Et ici, nous voulons voir le témoignage propre de William Branham pour qu'il nous informe si il était allé à la chasse après avoir été à Houston ou si il était allé à la chasse avant d'aller à Houston. Alors, dans sa prédication prêchée en 1963, le 6, c'est-à-dire en juin, le 23 juin, c'est tenir à la brèche. Dans le paragraphe 81, nous sommes là. Écoute ce que William Branham nous dit. Branham dit, là nous sommes en 1963. Branham dit, eh bien, je ne les savais pas à ce moment-là, mais le frère Softman, et puis il s'arrête, il dit, je sais qu'il est présent.
je suis très sûr que frère Norman, nous étions là. Je devais, ça c'est ce qui est très important, il dit, je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. OK. Et puis, continuons. Je suis rentré et je suis allé à la chasse. Voilà. C'est-à-dire, il voulait dire, je suis allé à la chasse après avoir être à Houston. C'est ça qu'il explique là. Il dit, lui et le frère Softman et le frère Norman, ils devaient aller à la chasse, mais avant d'aller à la chasse, il dit, je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis, après là, il s'est rendu à la chasse avec les deux frères. Et ces matins-là, j'étais debout là, en train d'enlever les grêtrons. Il explique maintenant, là, il va expliquer maintenant l'histoire de la chasse, comment le bruit s'est procuré, les anges sont descendus, il y avait la constellation, tout ce qu'il racontait. Voilà, ce qui nous concerne ici d'abord, c'est que William Branham nous confirme ici qu'il devait d'abord se rendre à Houston. Pour faire quoi à Houston? Branham dit qu'il devait aller sauver un jeune garçon de la chaise électrique. Ok, je vais clarifier pour ceux qui ne connaissent pas la chaise électrique. La chaise électrique, c'est la chaise qu'on utilise pour tuer les gens qui ont commis de meurtres. Branham n'a jamais expliqué à l'église qu'est-ce que ce jeune garçon avait fait. Branham a dit seulement qu'il devait aller sauver un jeune garçon qui devait être tué par la chaise électrique, c'est-à-dire la cour, il était condamné à mort. Mais Branham n'a jamais révélé qu'est-ce que le garçon-là avait fait pour qu'il soit condamné à mort. Branham n'a jamais révélé ça. Ok, nous allons découvrir, nous allons vous montrer même l'image de ces garçons et qu'est-ce qu'il avait fait. D'abord, avant ça, Branham venait de nous confirmer ici qu'il s'est rendu d'abord à Houston pour sauver le petit garçon de la chaise et après Houston, il est parti à la chasse, lui et le frère Norman et le frère Softman. Et Branham va continuer toujours dans le même paragraphe, il va continuer à raconter l'histoire concernant l'explosion. Il dit il y a eu explosion, ça avait fait un grand bruit. Vous savez, il parle des nuages mystérieux, ça avait fait un grand bruit. C'était même dans l'article du magazine Life. Il dit, vous voyez, ces anges distincts sur le côté droit. Il dit, et voici, il dit, là où la photo, il parle de la photo, a été prise, il dit ceci, il dit quoi? Il dit, eh bien, ce savant essayait de recueillir toutes les informations. Un moment, je m'excuse pour mon image qui bouge un peu. Toutes les informations possibles au sujet de la photo et des gens qui ont la photo. Mais ici, Branham nous confirme que lorsque cet événement s'était passé, il dit « Je me tenais juste en dessous de cela ». C'est-à-dire en dessous de quoi? De la nuée. Vous comprenez? Branham dit, lorsque la nuée s'est formée, cette constellation des anges, Branham dit, je me tenais juste en dessous de cela. C'est ça qu'il confirme. Mais n'oubliez pas, il nous a confirmé aussi ici qu'il devait d'abord aller où c'est à Houston pour sauver un jeune garçon qui devait être tué par la chaise électrique. Et puis, après Houston, Branham est parti à la chasse. Et là, nous allons prendre encore une deuxième preuve, toujours de William Branham, qui va nous confirmer. Nous sommes dans ce message ici de William Branham. Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? William Branham a prêché ce message en 1965, au mois de juillet
le 25 juillet 1965. Nous allons voir ce que Branham nous raconte. Et là, nous sommes dans le paragraphe 134. Voilà, ici, paragraphe 134. Dans le paragraphe 134, William Branham va nous raconter l'histoire qui s'était passée pour créer pour provoquer les anges, c'est-à-dire cette nuage qui s'était passé. Mais Branham, avant de parler des anges qui étaient descendus, il dit ceci. Il dit, je devais aller à la chasse avec un ami. Vous comprenez? C'est-à-dire, le premier plan, c'était d'aller à la chasse. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Branham qui parle. Il devait aller à la chasse. C'était ça le premier plan. On écrit ici, plan numéro 1. On encercle, c'était d'aller à la chasse. Mais juste avant d'aller à la chasse, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que William Branham nous raconte. Il dit, et quelqu'un m'a appelé. C'est lui qui m'avait critiqué. Ah bon? C'est-à-dire une personne qu'il avait déjà critiquée dans le passé. Critiqué pour dire quoi? Nous avons les détails. C'est la personne qui avait accusé Branham. Il disait Branham c'est un faux prophète. Branham hypnotise les gens. C'est-à-dire Dieu n'est pas avec lui, il travaille avec la magie. Qui était cette personne-là? C'était James Harris et Theodore Kipperman. C'était les photographes qui avaient pris la photo de William Branham en 1950 dans la salle de Coliseum Hall Houston. Ces gens-là, ils avaient accusé Branham partout pour dire que Branham est un faux prophète. C'était un hypnotiseur, c'est-à-dire il utilise le pouvoir mystique parce qu'il guérissait les gens et puis après les gens retournaient dans les situations critiques. Maintenant, Branham nous raconte ici, il dit qu'il devait aller à la chasse avec un ami et quelqu'un l'a appelé. Qui est celui qui l'a appelé? Il dit c'est celui qui m'avait critiqué. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il m'avait critiqué sur quoi? Il dit c'est lui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur. Vous comprenez? Au sujet de la photo, c'est qui? C'est Theodore Kipperman et James Harris. Ces deux-là travaillaient ensemble. Il dit la personne qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur, il m'a appelé juste avant d'aller à la chasse. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui l'avait prise, c'est-à-dire il avait pris la photo. Vous comprenez? La personne qui avait pris la photo de l'ange du Seigneur selon Branham avait critiqué Branham. Cette même personne n'était jamais convaincue que c'était l'ange du Seigneur. Parce que le photographe savait ce qui se passait. Il était au courant de tout. Branham dit, j'ai dû aller à Houston. Voilà. Voilà là où il y a les secrets. Ici. C'est-à-dire, avant d'aller à la chasse, il devait aller à la chasse avec un ami, mais quelqu'un l'a appelé. Il nous signale ici qui est la personne qu'il avait appelée. Il dit c'est la personne qui m'avait critiqué au sujet de la photo qu'on disait la photo de l'ange du Seigneur. Et il dit c'est cette même personne-là qui avait prise la photo. Alors ceux qui sont intelligents ici, déjà vous devez comprendre que la personne même qui avait pris la photo que Branham dit c'est l'ange du Seigneur. Le photographe même vous dit que c'est faux, ce n'est pas l'ange du Seigneur. Le photographe avait publié Branham partout pour dire c'était faux, ce n'était pas l'ange du Seigneur et Branham pratiquait la magie. C'est ça que le photographe, tous les deux photographes, ils avaient dit ça. Nous allons vous donner les preuves, même dans le journal. Nous allons vous montrer, soyez calmes. Branham dit, j'ai dû aller à Houston. Il a dû aller maintenant à Houston. Il a laissé d'abord l'histoire de la chasse, il l'a mis à côté. Il est parti vite à Houston parce que la personne qu'il avait critiqué, le photographe qui avait pris la photo de la colonne de feu, a appelé Branham et Branham dit, j'ai dû aller à Houston pour faire quoi? Il dit, pour son fils. Vous voyez là? C'est écrit pour son fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fils du photographe? Regarde ce qu'on a écrit. Car on l'a mené dans le quartier des condamnés à mort. Vous comprenez? On l'a mené dans le quartier des condamnés à mort, c'est-à-dire on devait le tuer. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Vous voyez là? Il m'a
rencontré là-bas, c'est-à-dire à Houston, il m'a entouré de quoi? De ses bras. Il m'a entouré de ses bras, c'est-à-dire James Harris, le photographe, qui travaillait avec Theodore Kipman. Il a vu Branham venir à Houston et il a mis ses bras à côté de Branham. Il a embrassé Branham pour lui remercier. C'est-à-dire, Branham n'est pas allé à la chasse. Il a laissé d'abord l'histoire de la chasse. Il s'est rendu vite à Houston, à la cour, parce que le fils de James Harris devait être exécuté. Et ici, il dit, l'homme l'a dit, pensez donc, l'homme même que j'avais critiqué vient sauver mon fils unique. Vous comprenez? C'est-à-dire ici, vous avez l'image claire que Branham était allé à la chasse après son voyage de Houston. Et lorsque Branham était allé à Houston, à part le fait qu'il a intervenu dans la cour pour sauver le fils unique qui devait être tué, il était condamné à mort. Branham ne vous dit pas pourquoi il était condamné à mort. Il vous dit seulement qu'il est parti le sauver. Mais nous allons vous dire pourquoi il était condamné à mort. Nous allons vous donner son image et son nom. Branham dit, l'organisation humanitaire m'a donné ce qu'ils appellent un Oscar, ou le nom que vous donnez à ça, pour avoir sauvé une vie. D'abord, l'histoire de Oscar, là, c'est faux. On ne l'avait pas donné un Oscar, c'est le mensonge. Nous allons vous montrer la vérité. Soyez calmes. Mais, retenez que Branham devait aller à la chasse. Il n'est pas allé parce qu'il y a eu une émergence. Voilà, là-bas. L'émergence, Branham explique l'émergence. Il devait aller vite, vite à Houston. Et puis, après l'événement de Houston, Branham continue maintenant ici, dans le paragraphe 15. Vous voyez le paragraphe 135 plutôt, je disais. Dans le paragraphe 135, Branham dit ensuite, c'est-à-dire, il continue maintenant lorsque nous sommes rentrés de Houston. Ensuite, nous sommes partis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. Voilà, vous comprenez? C'est-à-dire, il est allé à la chasse après avoir été à Houston. Maintenant, quelle date Branham devait se rendre à Houston pour aller sauver le fils de James Harris qui devait être tué parce qu'il était condamné à mort? Quel est le jour où cet enfant était arrêté et quel est le jour où il devait être exécuté, tué? Et quand est-ce que Branham est revenu de Houston? Pourquoi cette question-là est très importante? Parce que c'est sur base de cette question-là que vous allez découvrir le mensonge et la vérité. Parce qu'en 1963, la loi concernant la chasse, nous vous rappelons vite, vite, on ne vous permet pas de chasser avant le 1er mars. C'est-à-dire, si Branham était allé à Houston et Branham dit que après Houston, il est allé à la chasse, et c'est pendant qu'il était à la chasse qu'il y a eu cette nuage et la constellation des anges qui sont descendus. Or, le 28 février, c'est le jour où l'image était apparue. Le 28 février. Or, selon la loi de la chasse, aux États-Unis, tous ceux qui faisaient la chasse au sanglier n'avaient pas le droit, l'autorisation de chasser avant le 1er mars. On va vous arrêter. Il y a des soldats qui font la patrouille là-bas. Vous n'allez pas mettre votre nez là-bas. Même le 28 février à 21h, vous n'avez pas. Vous devez attendre le 1er mars pour commencer à chasser et vous devez avoir une licence qui vous permet
de faire la chasse, ou sinon on vous arrête et vous faites la prison. C'est-à-dire, Branham, s'il dit il était à la chasse, lorsque la nuée est apparue, c'est le mensonge, parce que la nuée est apparue le 28 février 1963, et ça a été publié dans le Life Magazine, c'est apparu le 28 février 1963, et c'est apparu pas le matin, pas les après-midi, mais le soir, à 18h10. Nous vous avons montré les images, 18h10, 18h15, 18h30, et puis ça a disparu. Ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Or, Branham dit que lui, il était à la chasse le matin, et cet événement s'est passé pendant qu'il était à la chasse. Mais quand Branham racontait ça, il ne savait pas que les gens, un jour, vont aller vérifier le jour où ça s'était passé, l'endroit où ça s'était passé, et le voyage itinéraire de William Branham, et les gens auront l'accès aux permis et recommandations, les lois qui gouvernaient la chasse aux États-Unis, la chasse de sangliers. Vous n'avez pas le droit de chasser avant le 1er mars. Il y a déjà une grande confusion, un grand mensonge ici, parce que si Branham dit qu'il était allé chasser le 28 février, c'est le mensonge, il devait être arrêté. Et si Branham était allé à la chasse après son voyage de Houston, c'est-à-dire, ça devait être après le 5 mars. Le 5 mars. Pourquoi nous disions le 5 mars? Parce que quand il est parti à Houston, Branham va prêcher à Houston le 4 mars 1963. Le 4 mars, Branham avait prêché le 4 mars à Houston une prédication intitulée « L'absolu ». Et William Branham a dit qu'il devait aller vite à Houston avant d'aller à la chasse pour aller sauver le fils de l'homme qu'il avait critiqué. C'est-à-dire l'homme qui avait pris la photo ici. Le photographe même qui avait pris cette photo ici que vous voyez de la colonne de feu. C'était deux photographes. Tous les deux photographes, ils ont critiqué Branham sérieusement. Quand ils ont entendu Branham déclarer que c'était la colonne de feu, ils ont interdit même à Branham de publier la photo. C'est dans le journal. Branham n'avait pas le droit de publier cette photo. C'est à la fin de 1950, au mois de décembre, que Branham va réclamer encore le droit pour pouvoir publier. Les photographes refusaient. Ils disaient, Branham c'est un menteur, il est en train de mentir, ce n'est pas la colonne de feu. Ils ont critiqué. Et voilà, il s'est fait que le photographe a eu un problème, son enfant était arrêté, était condamné à mort. Alors le même photographe qui avait déjà fait un deal avec Branham en 1950 pour lui donner l'autorisation, après on ne sait pas ce qu'on l'avait donné, pour lui donner l'autorisation d'utiliser la photo, le photographe va appeler maintenant Branham pour qu'il vienne aussi l'assister parce que lui, il avait déjà assisté Branham avant pour défendre, pour libérer la photo et permettre à Branham de dire tout ce qu'il pouvait dire de la photo. Parce que le photographe, selon lui, il savait que c'était les ampoules de la salle. Quand vous voyez là la forme de l'ampoule. Le photographe était au courant, c'est pourquoi il critiquait Branham. Mais comme Branham voulait dire que c'était la colonne de feu, c'est pour ça que le photographe les critiquait et l'accusait aussi de dire qu'il était en train d'hypnotiser les gens. C'est-à-dire, si vous êtes souple, vous allez comprendre qu'il y a au fait une relation. Il y a une relation entre cette photo ici, que le message utilise, et la première photo que James Harris avait pris et Theodore Kipperman. Ils ont le même lien.
Et ce lien-là, c'est soutenu par William Branham lui-même. Allez voir ce qui se passe. Avant que nous continuions, William Branham, lorsqu'on l'a demandé où est-ce qu'il était lorsque le nuage était apparu, Branham dit il était exactement en dessous du nuage et ils étaient sur la montagne qu'on appelle Rattlesnake Mesa. C'est cette montagne ici. Et les gens du message vont appeler cet endroit Sunset Mountain. Pour dire c'est là où le prophète avait fait l'expérimentation avec les anges. Et puis, Branham va changer encore lorsqu'il va se rendre compte que l'endroit qu'il avait donné pour dire c'est là où il était quand le nuage était apparu, c'était complètement le contraire de l'endroit où l'image était apparue, selon les scientistes et le Life Magazine. Parce que c'était à 320 km de l'endroit où le nuage réel était. Donc c'était le mensonge. Il devait se corriger pour changer encore de nom de l'endroit où il s'était. C'est pour ça que Branham, vous le retrouvez en train de dire dans un message, oh, il était à Rattlesnake. Dans un autre, il dit, oh, il était à Prescott. Il va maintenant commencer à changer pour copier ce que Life Magazine disait. Évoluons. Vous avez même des fidèles du message qui partent en pèlerinage sur cette montagne de Rattlesnake qu'ils appellent Sunset Mountain, croyant que c'est là où le nuage des anges était descendu, parce que c'est ça que Branham avait dit la première fois, et jusqu'aujourd'hui, ils s'y rendent dans cet endroit-là, parce que c'est un endroit spirituel. Or, en réalité, ils n'ont pas vérifié même le message de Branham. Lui-même, il a changé après dans d'autres prédications, parce que il a découvert que cet endroit-là était très loin de l'endroit où le nuage était apparu. Vous avez vu, au début du message, nous vous avions montré Branham qui a dit dans un autre endroit qu'il était à la frontière de Texas lorsque ça s'était passé. C'est-à-dire, c'est le mensonge. Il commença à changer des endroits pour pouvoir essayer de mélanger le mensonge avec la vérité. Lorsque on va publier cette image dans le Life Magazine, ils vont dire, voilà, l'image était exactement à 18h10 au-dessus de Prescott. C'est là où l'image était apparue pour la première fois. Et William Branham aura l'opportunité de lire ce livre au mois de mai. Or, avant le mois de mai, Branham disait qu'il était à la frontière de Mexique lorsque cela était arrivé. N'oubliez pas, c'était le 28 février. Le 28 février, Branham n'avait pas le droit de chasser. Et Branham donnait une autre location, un autre endroit de là où il était pendant que l'image était apparue. Mais lorsque le Life Magazine va publier avec les scientistes pour dire où exactement cette image était apparue, c'était à Prescott, William Branham va changer dans son message après pour dire « Oh non, il était à Prescott ». 320 km de différence de premier endroit où Branham avait dit il était allé à la chasse. Pourquoi? Si c'était la vérité, Branham ne devait pas changer deux endroits du jour au lendemain juste pour essayer de convaincre les gens que cette image était spirituellement connectée avec ces anges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs branhamistes qui ont déjà réalisé que William Branham avait menti. William Branham n'était pas là lorsque cette image était arrivée, ce nuage. Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils ont suivi ces documentaires et d'autres documentaires, ils ont déjà compris que Branham avait menti. Il n'était pas à Tucson. Ce jour-là, il était au Texas. Il était à Houston. Et regardez,
l'endroit où Branham avait dit, la distance avec la frontière de Mexique, vous êtes là, dans la frontière de Mexique, Sunset Mountain, où les branhamistes partent en mémoire de l'endroit où, soi-disant, c'est là où il y avait ce nuage qui était apparu. Et regardez la distance avec l'autre côté, c'était une distance de 320 km qu'on vous donne. C'est le mensonge, absolument le mensonge. Et après, Branham va commencer à changer dans ses prédications pour donner ce nom-là après avoir lu ça dans le magazine. Mais avant, il donnait un autre nom qui le contredisait à 100%. Et même lorsque vous regardez la distance en voiture, c'était une très grande distance. C'est une distance de 5 heures de voyage par voiture. Alors, c'est pratiquement impossible. Et selon les images que Life Magazine avait publiées, vous voyez, ce n'est pas une pyramide. Branham dit les anges montaient en forme de pyramide. Il y avait un ange qui était au milieu et les autres étaient à côté. Ça, c'est parce qu'ils montaient en forme de pyramide. Mais non, regardez ce que je vous ai montré. Nous sommes à 18h10. Branham ne devait pas être à la chasse à 7h. 18h10. C'est l'heure que c'était apparu. Et regardez le vent qui souffle cette image à 18h15. Regardez comment l'image est en train de se perdre à cause du vent pour aller du côté de votre droite à cause du vent. Pas en forme de pyramide. Il n'y a pas une pyramide là. Et regardez à 18h30, on vous montre l'heure en bas, à 18h30. Regardez, ce n'est plus même une forme de cercle. C'est devenu le vent qui déclasse ça. Ça est en train de pousser de l'autre côté. Le vent est en train... Et après 18h30, ça avait disparu à cause du vent. Alors, qui est le petit garçon que William Branham était allé sauver à Houston parce qu'il devait être exécuté, il devait être tué parce qu'il était condamné à mort. William Branham n'a jamais dit à l'Église pourquoi est-ce que ce petit garçon était condamné à mort. Et quand il disait ce petit garçon, quel âge il avait, qu'est-ce que ce petit garçon avait fait pour qu'il soit condamné à mort. Voilà. Là, nous vous présentons l'image de ces deux messieurs. Tous les deux que vous voyez, ces deux messieurs. Celle-ci s'appelait Leslie Douglas et l'autre s'appelait Caroline Lima. Ces deux ici que vous voyez, c'était des prostituées, c'était des hommes et c'était des homosexuels qui s'est prostitués. Je répète encore, ces deux messieurs que vous voyez, ils étaient deux hommes, ils étaient de prostituées, c'était ça leur travail, ils s'est prostitués. Et celui-ci était ami avec Leslie Douglas, qui était aussi homosexuel. Leur travail, c'était la prostitution. Là, c'est leur photo. Vous voyez encore les deux là. C'est leur photo. Ils sont là. Et c'est dans le journal. C'était dans le journal. C'était un grand événement aux États-Unis. Nous sommes dans le journal en 1963. On vous donne le nom de l'un. Il s'appelait Leslie Douglas Ashley. Et l'autre s'appelait Caroline Ann Lima. On vous dit, ils sont très inquiétants à propos de charges they face in Houston, c'est-à-dire ils sont condamnés à Houston. Ils sont condamnés pourquoi? Les deux là, qui étaient des homosexuels, ils sont condamnés pourquoi? Nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'ils devaient être tués, pourquoi est-ce qu'ils étaient condamnés à mort. Mais avant là, nous voulons d'abord vous montrer
quel jour on les avait, disons, pardonnés, mais sous aussi quelle loi? Regarde ici, on vous dit Caroline Lima, elle est là. Il est là, je devrais dire, parce que c'était un homme, c'était deux hommes, mais deux homosexuels. Ils étaient aussi transsexuels. Caroline Lima. Et on vous dit Wesley Douglas, Ashley. Il dit just 4 hours and 10 minutes before they were to die for sex slaying, they gave their pair at least 2 more weeks of life strengthening. Il parle, ici je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Il dit, le monsieur ici qu'on appelait Caroline Lima et Leslie Douglas. Douglas là, vous vous rappelez? C'est Douglas Studio qui avait pris la photo de William Branham en 1950. La photo que vous voyez de la colonne de feu. C'est le studio qu'on appelait Douglas Studio. Douglas Studio était dirigé par 2 personnes. Il y avait Theodore Kipperman et James Harris. Tous les deux travaillaient ensemble. Maintenant, Leslie Douglas était le fils de James Harris, qui était l'ami intime de Theodore Kipperman, les deux qui avaient pris la photo de William Branham en 1950. Les deux qui ont critiqué William Branham pour dire qu'il était quelqu'un qui utilisait la magie. Les photographes là, qui avaient rejeté William Branham. Alors, Leslie Douglas Ashley était fils de James Harris, qui travaillait avec Theodore Kipperman. Et ici, on vous dit, lorsque la cour avait pardonné Ashley Douglas, on l'a pardonné sur quoi? Regarde, on dit les attorney Clyde Wood time argued that the evidence of insanity was suppressed in the trial and at the sanity hearing of the 25-year-old Ashley Douglas. Ok. Il explique ici. Il dit, on l'avait pardonné parce que quelqu'un avait plaidé pour dire que il est insane. Ça veut dire il est comme un débile. Il est quelqu'un comme un idiot. C'est pas quelqu'un qui fonctionne normalement. C'est quelqu'un qui a des problèmes de tête. C'est un malade mental. Pardonne-lui. Ne le tuez pas parce que il a un problème avec sa tête. Et ici, vous voyez dans le journal, on vous décrit déjà que lorsqu'on l'a laissé, il s'appelait Leslie Douglas, called himself a biblical prophet Elijah. Vous comprenez? C'est-à-dire, cet enfant de James Harris, il avait compris comment William Branham était devenu Elijah the prophet et l'histoire de la colonne de feu sur la photo que son papa James Harris avait fait. Son père l'avait expliqué comment William Branham est devenu populaire avec cette photo. Lorsque ce garçon sera libéré de la prison, il a commencé à s'appeler aussi le prophète. Il disait aux gens aussi qu'il était le prophète Élie de la Bible. Tout d'abord, il est très très important que vous compreniez une chose. Leslie Ashley Douglas et Caroline Lima, ils étaient arrêtés à Houston. Et lorsqu'ils étaient arrêtés, qu'est-ce qui se passe? Le 14 janvier, regardez là, 14 janvier à Houston, c'était le jour où ils étaient condamnés à mort. Vous comprenez? 14 janvier. Souvenez-vous très bien de cette date-là, c'est très important. Les 14 janvier 1963, les deux là
on dit condemned killers. Ce sont des gens qui ont tué. Qui est-ce qu'ils ont tué? Ils ont tué un homme d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un qui vendait les maisons. Cette personne les avait pris, comme eux c'était des prostituées, tous les deux, il les avait pris pour aller faire ce qu'on appelle l'orgie, c'est-à-dire la fête de sexe pendant le week-end. C'est-à-dire cet homme-là était aussi peut-être homosexuel. Et comme il était riche, ces deux ici, Caroline Lima et Leslie Douglas Ashley, ils ont tué ce monsieur-là, qui les avait pris comme des prostituées. Il les a amenés dans son bureau pendant tout un week-end. Il a passé le temps avec eux. Et les deux ici vont le tuer. Ils vont brûler le monsieur. Ils vont brûler son corps et essayer d'effacer les traces de leur acte. Mais ils étaient retracés et arrêtés. Alors, le 14 janvier, vous voyez la date 14 janvier, ils vont être arrêtés et c'était passé partout. C'était passé dans les informations, c'était passé partout dans les journaux. Ils étaient condamnés le 14 janvier. Et lorsqu'on les a condamnés le 14 janvier, la date où on devait les tuer, les exécuter, c'était le 28 février. 28 février. Souvenez-vous de cette date. 28 février. C'est-à-dire à peu près un mois après. C'est-à-dire ils ont été condamnés le 14 janvier et le 28 février, c'est le jour où on devait les exécutionner, les tuer avec la chaise électrique. Maintenant, à quel moment est-ce qu'ils étaient pardonnés? Nous allons voir, parce que tout était dans les informations. Souvenez-vous de ceci, ils étaient arrêtés le 14 janvier, condamnés plutôt, ils étaient condamnés le 14 janvier, condamnés à mort, et on avait fixé la date du 28 février 1963 pour les exécutionner. Et qu'est-ce qui s'est passé? 28 février pour leur exécution. Et rappelez-vous, le 28 février, ça vous rappelle aussi quoi cette date-là? Le 28 février, qu'est-ce qui s'est passé le 28 février si vous vous rappelez? 28 février, c'est le jour où ce nuage mystérieux était apparu. Où c'est? À Flagstaff, en Arizona, à 18h10 le soir, où William Branham ne pouvait pas aller à la chasse le soir, à 18h10. Et le 28 février, c'était le jour de l'exécution de l'enfant de James Harris, qui était ami avec Theodore Kipment, le propriétaire de Douglas Studio. Vous me suivez? Et là, à cause du temps, nous n'allons pas tout lire, mais je vous lis juste ce qui est plus important. On vous parle de Ashley, son nom est là, et puis son copain qui était Lima, les deux prostituées. On vous dit, ils sont condamnés à mort, they're sentenced to death. Pourquoi ils sont condamnés? Parce qu'ils avaient égorgé Monsieur Tom, ils avaient égorgé Monsieur Tom, ils l'ont tué où? Dans son bureau. Et puis ils ont brûlé son corps et ils ont jeté son corps. Vous comprenez? On explique là. C'est ça les offenses, les crimes qu'ils avaient faits. Vous comprenez? On vous dit là, c'est-à-dire Ashley, elle devenait femme et elle devenait homme. Pour vous dire qu'elle était prostituée, elle sortait avec les hommes et les femmes. Donc il n'y avait pas de
barrières. C'était des homosexuels, des prostituées. Ils avaient tué M. Tom, qui était un businessman. Il était tué. Il les avait invités pour la fête d'orgie dans son bureau. Après, ils l'ont tué, ils ont brûlé son corps. Ils étaient arrêtés, condamnés ils étaient condamnés le 14 janvier 1963. Ils devaient être exécutés, regardez la date là, le 28 février. Regardez la date que j'encercle là. Le 28 février, c'était la date pour leur exécution. Et nous avions vu là, c'est-à-dire leur exécution, c'était pour le 28. Et quel jour ils étaient pardonnés? On a dit, ils ont pu esquiver l'exécution à 10 heures de leur exécution. C'est-à-dire, la cour et les gens qui ont supplié, qui ont pleuré pour qu'on ne puisse pas les exécuter, ils s'étaient présentés à la cour ce jour-là le matin, le 28 février. Leur exécution, c'était le soir. Et à 10 heures de leur exécution, on va les pardonner parce que, selon la cour, l'autre qu'on appelait Leslie Douglas Ashley, la cour va déclarer qu'elle est un débile mental, elle a un problème mental, selon, on ne sait pas ce que William Branham était allé dire, vrai ou faux, mais ce qui est vrai que depuis Houston jusqu'à Tucson, le voyage, c'est un voyage de 14h50, c'est-à-dire 16h du temps, 16h36, normalement, c'est 16h du temps de voyage. Maintenant, imaginez-vous, si William Branham avait quitté Tucson pour aller à Houston, où le fils de James Harris devait être exécuté le 28, et après, il a prêché toujours à Houston. Le 4 jours après, il a prêché à Houston, et Branham lui-même, il confirme que c'est après Houston qu'il est parti à la chasse. Or, comme nous avions démontré, Branham ne pouvait pas aller chasser dans cet endroit. Le 28 février, il allait être arrêté et amené en prison. Et il sait, il n'allait jamais faire ça. Et le nuage était apparu le 28 février. Vous me suivez? Le nuage était apparu le 28. Le 28 février, c'est le jour où le nuage était apparu. Le 28 février. 28, voilà, on écrit 28 là. Et quand Branham a entendu parler du nuage, avant qu'il puisse savoir l'endroit exact où le nuage était, Branham a dit, ce jour-là, il était allé à la chasse à la côte de Mexique, là en bas. Il dit, c'est là où il était. C'est là où le nuage était apparu. Mais je crois après, quand il s'est rendu compte que non, c'était trop loin de l'endroit où le nuage était apparu. C'était à 320 km, c'est-à-dire tout le monde va découvrir que c'est les mensonges. Branham va changer des endroits. Il va dire maintenant, il était l'endroit où le Life Magazine disait. Un autre mensonge. Deuxième mensonge, la loi sur la chasse. Vous n'avez pas le droit de chasser avant le 1er mars. C'est-à-dire, la chasse s'ouvrait le 1er mars jusqu'au 10 mars. Or, le 28 février, William Branham était allé à la cour pour plaider pour ce garçon à Houston qu'on devait tuer. Imaginez-vous, même si Branham avait terminé de plaider à la cour à 9h30 du matin, le temps qu'il entre dans sa voiture et qu'il roule, quelle heure Branham allait arriver à Flagstaff
pour commencer à faire la chasse. Le voyage, ça prenait à peu près 16 heures du temps. Vous voyez là, ça vous dit 16 heures du temps. C'est le mensonge. Branham ne pouvait pas être le même jour et à Houston et à Arizona. C'est le mensonge. Impossible. Je dis impossible de quitter ici Houston vite pour aller courir et retourner à la chasse avec un voyage de 16h36. Et puis, même si vous dites qu'il était allé en avion, c'était faux parce qu'il ne pouvait pas faire la chasse là. Il allait être arrêté. Immédiatement. Il y a les militaires, il y a la loi de la chasse, on allait l'arrêter immédiatement. Et troisièmement, Branham était resté à Houston jusqu'au 5 mars. Le 5. Parce que le 4 mars, il a prêché à Houston un message intitulé « L'absolu ». C'est après ce message que Branham est parti à la chasse. Et même quand William Branham raconte pour dire « Oh, il était allé aider un enfant qui devait être tué, il a plaidé et l'enfant était pardonné », il n'a jamais dit qui était cet enfant et quel travail cet enfant faisait. Et ce n'était pas un enfant, c'était un adulte. Il avait 25 ans. Et l'autre, Caroline Lima, elle avait 20 ans. Et on vous dit si c'était des prostituées. Il s'est prostitué. Ashley Douglas, elle avait 25 ans. On dit, elle s'habillait comme une femme et elle changeait de femme en homme, dépendamment du client qu'elle avait, parce que c'était des prostituées. Et on vous dit, ils étaient arrêtés parce qu'ils avaient égorgé. Ils avaient égorgé qui? On vous dit même. La personne qu'ils avaient égorgé, c'est un vendeur de maison. Son nom est là. C'est ça, c'est le monsieur qu'ils avaient égorgé, monsieur Fredton, en 1960. Dans une fête de sexe. Où c'était, on a dit, c'était dans le bureau de ce monsieur. Et après, dans le journal, on vous dit même, ils avaient brûlé le corps de cet homme-là et ils ont essayé d'effacer leurs traces. Mais Branham ne vous a jamais dit tout ça. C'était une prostituée et un homosexuel que William Branham était allé chercher à défendre à la cour. Pour quelle raison? Mais vous devez comprendre, parce que il s'agissait de l'enfant, de la personne qui avait déjà marqué un but de très grande valeur pour William Branham en 1950. C'était lui, James Harris et Theodore Kipement, qui ont fabriqué la colonne de feu sur William Branham en 1950. C'est pourquoi Branham s'était senti obligé de rouler aussi pendant 16 heures du temps pour aller soutenir James Harris parce que c'était comme une forme de dette morale. Donc, c'était là l'homosexuel. Vous voyez, on écrit ici. Ils sont là. C'était eux, les prostituées que William Branham était allé plaider. C'était deux homosexuels. C'était des prostituées. C'était ça le travail qu'ils faisaient. Regardez, lorsqu'ils étaient arrêtés, ils sont là. Ils sont là et il est là en prison. Il est là, voilà. Donc c'était un homme, en même temps il était une femme. Et c'était le travail qu'il faisait. Et William Branham, avant même d'aller plaider pour lui, Branham connaissait parce que son père l'avait expliqué, le papa, voilà. Et c'est le monsieur qu'on avait tué. C'est le monsieur qui a été tué par les deux prostituées. Vous voyez son nom là-bas? Là. On vous écrit, regardez ce qu'on a écrit là. On vous dit, son nom c'était Fred Tone. The man Leslie and Caroline shot and burned. Vous voyez,
C'est-à-dire, c'était l'homme que les deux prostituées avaient tué. Et ici, on vous montre l'avenue sur laquelle ils habitaient, là où les événements s'étaient passés. Donc, c'est triste. Et elle est là, Leslie. Le monsieur en question, en 1992. Elle est toujours homme-femme, elle est toujours homosexuelle. Vous voyez son habillement. Elle est là, c'est en 1992. Regardez là, 1992. Leslie est là et elle continue toujours dans son identité en tant que homosexuelle. Et elle est là. Voilà. C'est le petit garçon que William Branham était allé sauver. Aujourd'hui, elle est dans le gouvernement américain. Elle travaille et elle a gardé toujours sa nature de femme, mais c'est un homme. Voilà, c'est elle que William Branham était allé sauver. Plaider pour ce jour-là à la cour pour dire qu'elle n'était pas normale, elle avait un problème de tête. Ne venez pas nous dire que Frère Branham a dit, et entre-temps, nous ne trouvons pas cela dans la Bible. C'est grave. Parce que si vous nous racontez des choses que la Bible ne dit pas, et vous le mettez sur le compte de Frère Branham, vous faites de Frère Branham un faux prophète. Parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit. Et si ce qu'il dit sort de la parole, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est lui-même. Vous comprenez? C'est le diable qui parle. Et si ce qu'il dit sort de la parole, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est lui-même. Vous comprenez? C'est le diable qui parle. C'est lui-même. Vous comprenez? C'est le diable qui parle. C'est le diable qui parle. C'est le diable qui parle. Ici, nous sommes à la fin. Abonnez-vous, commentez et mettez le pouce bleu pour soutenir la vidéo et Dieu vous bénira. Merci.